Bonjour Anthony, bonjour Romain. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de Dive, donc qui sort en février 2021. Et ce que je vous propose, c'est de voilà, faire une petite interview sympathique où on parle à la fois de vous et du jeu. J'espère que vous êtes en forme. À fond. On va essayer. Alors donc, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est donc de vous présenter, mais l'un l'autre. Donc Romain présente Anthony et qu'Anthony présente Romain. Et peut-être de dire qui vous êtes en premier pour que, évidemment, les gens qui nous regardent s'y retrouvent. Anthony, c'est la personne qui est juste là, si la vidéo marche. Ah, chez moi, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Non, C'est dans l'autre sens. Ah, c'est là. Qui est-il? Anthony, Que fait-il? c'est un de sexe masculin, il me semble, toulonnais, qui aime suivre, j'imagine, sa petite voix à l'intérieur, sa petite lumière, voir, qui essaie de l'écouter, voir où elle va. Et ça se traduit dans les jeux aussi. Ça se traduit en travaillant avec lui parce qu'il va poser des questions et des angles de réflexion, des approches qui sont différentes souvent des approches classiques. Ça ne va pas forcément être des approches mécaniques, ça ne va pas forcément être des approches de scoring ou d'autres points, ça va être plus ce que ça peut apporter aux joueurs. Vraiment, ouais, c'est mettre dans un jeu ce qui leur rend envie de partager, de donner aussi dans la vie courante, en fait. Voilà. C'est plutôt une belle description. C'est un des aspects, il y en a beaucoup, mais ça c'est un des il y en a beaucoup. Il est multiple, il est divers. L'inverse maintenant. Ok, alors Romain Catergian, c'est un Toulonnais aussi. Ça c'est fou. C'est un game designer, hein, on peut dire ça entre autres. Hein, je pense qu'il est plein d'autres choses, mais aujourd'hui en tout cas il fait du game design et je crois qu'il a fait. Avant il était dans le jeu vidéo. Il a fait une partie de sa carrière avant dans le jeu vidéo et puis il a basculé dans le jeu de société. Et puis, alors, je peux parler de ce que j'ai pu voir lorsqu'on a été ensemble à Taïwan. On a pu échanger beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est aussi un regard sur le jeu qui est très particulier. Une façon d'approcher le jeu qui est très épurée, très simple, qui va à l'essentiel. C'est aussi un regard très presque méditatif sur le jeu, avec une vraie prise de recul. C'est donc de là que ça vient le thème de Dive. Je reconnais certains éléments du jeu chez chacun de vous, finalement. Le thème, si je peux intervenir, vient d'Anto un soir. On était dans un bar, il logeait un moment dans un hôtel auberge de jeunesse. Et il y avait un bar bien chouette, je ne sais pas si tu te rappelles. Bouti hôtel. On discutait du jeu et c'est là où je crois que tu as amené l'idée, tiens, ça pourrait être marrant de switcher le thème sur le thème marin. Et suite à ça, on a avancé 2 thèmes en parallèle. Ok. On parlera du thème, etc. par la suite, évidemment. C'est marrant de la manière dont vous vous décrivez, c'est qu'on retrouve vraiment des éléments qu'il y a dans le jeu chez chacun de vous et du coup, on comprend un petit peu mieux le mélange qui a donné le jeu, dont on va parler par la suite. Maintenant, j'aimerais en connaître un peu plus sur vous, plus dans les détails. Je vais vous poser une question, mais qui n'est pas si basique que ça. Je vais vous demander quel est le premier jeu de société qui vous a marqué. C'est-à-dire pas votre préféré, pas celui que vous détestez, pas celui que vous trouvez exceptionnel, juste le premier qui vous a marqué, je suppose petit, et pourquoi? Le premier qui vient, c'est la belote. Toute ma famille se réunissait à Toulon tous les dimanches après-midi chez la grand-mère. Ah, on a la même famille. Et... ah, est-ce que c'est la même grand-mère? Pas la grand-mère, mais la belote. Ah, et c'était aussi, je sais pas pour toi, mais nous, c'était vraiment tous les dimanches en famille. Quand on était gamin, on jouait pas, on pouvait pas jouer jusqu'à peut-être 6-8 ans. Il y avait un côté très, très adulte, après ils ont ouvert les portes pour les gamins. Mais c'est vraiment la belote qui m'a marqué en premier. Ouais. Voilà. Pas forcément pour vraiment le côté mécanique, le côté familial, les rassemblements. Par contre, je tiens à dire, je vais sûrement me tromper de prénom à un moment donné. Mais ça va, j'essaie de suivre. Non, aucun problème, Jean-Michel. Aucun problème, Michel. Alors, évidemment, la réponse, elle va pas être. Je vais pas réussir à répondre, hein, comme d'hab, parce que si moi aussi j'ai pas mal joué en fait, j'ai joué au rami avec mes grands-parents et au poker.
J'en discutais avec ma grand-mère encore là, il y a une semaine et je lui disais, si un jour je fais des jeux de société, c'est grâce à toi, en partie. Et en fait, je vais quand même dire, il y a 4 ans, une partie de Mysterium. Parce que j'avais jamais joué à un jeu de société moderne avant il y a 4 ans. Et un ami à moi, Alex, qui me fait jouer, qui ramène une boîte de Mysterium à la maison et il nous fait découvrir ça. Ah oui, donc il y a 4 ans, donc c'est encore récent, 4 ans. Au final. Ouais, et je découvre le jeu de société moderne à ce moment-là et je me prends une claque. Et une claque énorme, quoi. Ouais. et là, je tombe, mais immédiatement dedans, quoi. Ouais. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec vous. Parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu méconnu, entre guillemets, du grand public. C'est vous. Oui, déjà. C'est vous, mais on est là pour ça. Mais c'est aussi le métier, finalement, d'auteur de jeux de société. Parce que moi, souvent, les gens, ils me demandent la bête question, c'est si on a une idée de jeu, comment ça se passe? C'est quoi être un auteur de jeu? Les gens ont une vague idée, mais ne savent pas trop, finalement, à quoi ça ressemble. J'aimerais bien vous poser une question qui est de me donner 3 adjectifs, ou de qualifier, voilà, d'une manière ou d'une autre, le métier d'auteur de jeux de société. Pour que les gens puissent un peu se rendre compte, à votre place, quels sont les mots comme ça qui vous viennent dès qu'on vous dit auteur. Ça peut être des choses positives comme négatives, d'ailleurs. On peut faire un mot, on peut faire un ping-pong. On peut faire un mot, c'est même plus sympa. T'as pris ta raquette, Romain? Il faut que la première ou la dernière lettre soit identique, alors. On peut essayer, mais vas-y, on essaye. Vas-y, comme t'as un mot, tu commences? J'ai fait trop simple, Allez. en fait. C'est ça. Allez, bon, bah du coup, on commence. Romain. Creuser. Creuser, c'est explorer des idées, des pistes, des choses. Il y a plein de fois où se dire, tiens, c'est quoi cette idée bizarre? Et juste la tester, il y a plein de fois où ça va pas marcher. Mais des fois, le fait de tester un truc où on n'arrive même pas à se projeter sur si ça marche ou ça marche pas, le fait de creuser un peu le truc, des fois, on trouve des choses. Je vais utiliser un verbe aussi, histoire de respecter la contrainte. Oui, la contrainte de départ. Je vais pas... non, alors je vais changer parce que comme ça, il aura pas un R, ou sinon il va avoir un R en dernière lettre. Alors je vais utiliser renversement. Après, c'est vraiment comment chacun design, hein. Oui, mais moi, j'ai quand même cette tendance toujours encore à prendre la table et à la balancer comme ça, à la mettre à l'envers et à dire allez, on repart. C'est ce qu'on m'avait dit sur toi, en fait. Ça a tendance à prendre les tables et à les balancer. Oui, tu sais, cette capacité à dire bon bah allez, tant pis, on fait le deuil de ce qui a été fait, on repart à zéro, quoi. Et c'est vraiment un truc qui revient assez souvent et qui est très particulier et qui demande une forme de non-attachement quand même, hein. Je crois que c'est assez spécifique à ta manière de fonctionner à toi, c'est que tout le monde n'est pas capable de remettre tout à zéro et de recommencer, de vraiment se reposer les questions depuis le début. Renversement, donc j'ai un R ou un T pour commencer un mot. Ouais. Prends le T, prends le T. Le thé de Taïwan, un petit oolong. Ah ça serait joli, ça. Touriste. Touriste dans le sens avoir du recul. Le touriste, il arrive en fait, il arrive autre part et il voit les choses avec d'une autre façon que les gens qui vivent là. Toujours, je trouve ça chouette c'est une belle image. Quand on teste un jeu, toujours avoir ce petit recul, arriver à se sortir de son habitude de réflexion, d'observation, de jugement de certaines choses. On a un E, c'est vraiment génial ce jeu. J'adore. C'est bien, mais vous l'avez bien transformé, c'est chouette. Un E pour moi, à moins que je sois mauvais en orthographe, mais c'est un E. Alors je vais dire éclair. Pour la simple et bonne raison, à l'hôtel Bouty ou dans ton sommeil, où il peut te venir une idée. Et en fait, cette lumière qui s'allume à l'intérieur de toi comme ça et qui monte dans ton cerveau et il y a tout qui s'assemble déjà. Moi, mon tout premier jeu, j'en ai rêvé le matin. Et j'en ai vraiment rêvé un matin, quoi. Et tout s'est assemblé sur à petit-déj à côté du bol de Kellogg's. C'est pas des Kellogg's, mais... et tout s'est assemblé, mais vraiment de cette manière-là. Mais ça peut aussi être des éclairs qui sont un peu plus diffus, qui prennent un peu plus de temps à taper le sol, quoi. Mais il y a parfois autour de l'échange, voilà, ce truc de bam, et d'un coup c'est là, quoi. Oh punaise, et tu sens que c'est là, quoi. Il faut avoir l'esprit vif quand on est un auteur de jeu, j'ai l'impression. Il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir capter l'idée dès qu'elle arrive, finalement. Moi, je voulais vous poser une petite question, parce que c'est vrai qu'on l'a dit 2-3 fois, mais les gens qui regardent ne le savent peut-être pas, évidemment. C'est que Romain se situe géographiquement à Taïwan, ce qui est loin, pendant que Anthony se trouve en France. Et du coup, ma question, elle
un peu en rapport avec ça, c'est donc déjà vous êtes 2 auteurs sur Dive, ce qui est déjà original, mais en plus vous n'êtes pas géographiquement au même endroit. Comment se passe le travail du coup? Comment est-ce que vous êtes mis d'accord, vous avez avancé? Est-ce que voilà, vous avez fait beaucoup de vidéoconférences, beaucoup de messages? Est-ce que c'est pas trop difficile de travailler à deux, déjà à deux tout court et à deux à distance? Je vais commencer très rapidement et après Ouais. tu embrayeras. La majeure partie, enfin une grande partie du développement de Dive, elle s'est faite à Taïwan. Donc on était tous les deux à Taïwan et donc ça s'est passé grâce aux playtests qui sont organisés. Il y a énormément de playtests qui sont organisés à Taïwan. Et donc ça a été très dynamique. On se rejoignait le soir après l'université aussi pour bosser. On allait dans des cafés. On avait un petit délire, c'était de changer de café à aussi souvent que possible. Donc le but c'était de tester un autre café à chaque fois. Et donc on a beaucoup bossé, on a énormément bossé sur le jeu là-bas. Et puis ensuite, quand il y a eu le confinement, effectivement, moi je suis resté, j'ai été pas pu prendre l'avion, etc. Donc après, bon, moi je suis à Toulon et Romain, lui, il a eu le temps, il a pu repartir. Gros morceau était fait en fait du dev, donc après c'était du polish sur plusieurs aspects. Parlons un petit peu de Dive quand même. Parce que on est un peu là, parce que le jeu sort donc en février 2021. Quel jeu De quel jeu tu parles? Je sais pas, j'ai entendu un truc qui s'appelle Dive, mais je sais pas si vous connaissez. Il paraît pas mal. Il paraît paraît que c'est cool. Ouais, il paraît qu'il est cool, ouais. Alors on va rappeler peut-être un petit peu le concept, hein, pour que les gens le situent. Dive, donc c'est un jeu familial dans lequel voilà, les joueurs devront regarder au travers d'une pile de tuiles transparentes et du coup qui représente les fonds marins et identifier ce qui se trouve sur chaque niveau. C'est un jeu vraiment adapté à tout le monde. Il y a un principe de programmation. Donc les gens programment ce qu'ils voient sur les tuiles et du coup avancent en fonction. C'est un jeu qui est compétitif. Alors compétitif mais sans être très compliqué. Voilà, il n'y a pas de grosses règles très compliquées. Mais voilà, il y a des petites stratégies parfois à trouver, etc. Nous allons parler un petit peu du jeu maintenant. Et raconter un petit peu votre histoire vis-à-vis du jeu. Moi je voulais vraiment parler de la jeunesse du jeu mais du point zéro. Donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc le jeu est né visiblement à Taïwan. Et donc qui est à l'origine du concept? Je pense que Romain a dit tout à l'heure que c'était Anthony, si j'ai bien suivi. C'est lui là, C'était c'est Anthony. c'est lui. Qui est finalement à l'origine du concept? Quel était vraiment le point zéro du jeu? Même pas le premier proto, la première idée. De où est-ce que c'est parti, tout ça? La toute première idée, c'est... j'habite à Marseille à ce moment-là et j'ai envie de faire un jeu de rallye pour mon père, un rallye automobile. Et j'ai envie de faire un jeu de rallye automobile où les cartes elles défilent, tu sais, tu vois le paysage qui défile comme dans un jeu vidéo. Ouais. Je crois que Romain comme moi, on est ou on a été de très gros joueurs de jeux vidéo. En tout cas, voilà, toi aussi apparemment. Voilà, je sais pas si on l'est encore autant, mais en tout cas, on a baigné à un moment donné là-dedans. Romain professionnellement, moi pour la passion, quoi. Pour amateur, en tout cas, je veux dire. Et donc, c'est un jeu de rallye à la base. L'idée, c'est ça. Et en fait, il y a un truc qui va pas, c'est que lorsque je fais des cartes horizontales et lorsque je les passe de l'une à l'autre, bah, c'est comme si on clignait les yeux, quoi. Et ça va pas. Et puis, j'ai un échange avec un copain qui s'appelle... Excuse-moi, donc déjà des cartes transparentes? Non, pas des cartes transparentes encore. Ah, ouais. Pas encore des cartes transparentes. Et puis ensuite, j'ai des discussions avec un copain qui s'appelle Romain aussi, un autre Romain, Il y en a beaucoup. un Romain Bray, un ami à moi. Et lors de cette discussion-là, le concept des cartes transparentes émerge. Et puis le jeu devient une forêt. Et puis point zéro en fait, parce que impossible de trouver comment donner vie à un concept. C'est un concept qui semble déjà très fort, mais beaucoup de mal à lui donner vie, parce que c'est devenu un truc un peu projet Blair Witch dans une forêt, et tu dois éviter les arbres. Et puis je rencontre, puis Cannes 2000, je sais pas quoi, et je rencontre Romain pour la première fois, qui avait un jeu absolument génial en prototype qu'un éditeur me montre. Et je me dis, putain, c'est incroyable ça. Il me dit, vous devriez peut-être vous rencontrer. Et je dis, bah, avec plaisir, quoi. Et donc, on se retrouve sur le port de Toulon. On échange beaucoup et effectivement, je pense qu'il y a un truc qui se passe dans le sens où on a deux visions et deux façons d'approcher le truc qui sont pas
originales, je veux dire, elles sont les nôtres, c'est tout, quoi. Mais en tout cas, elles matchent et ça crée des petites étincelles, quoi. Et puis c'est Romain, en fait, qui se charge du reste ensuite. Ah oui, donc finalement, vous avez un peu pris... donc voilà, l'idée vient de chez toi, Anthony. Et puis, grâce à cette idée, tu as rencontré Romain, donc par la suite. Vous ne vous connaissiez pas avant, si j'ai bien compris. Non. Et finalement, Romain voilà, a aimé l'idée et du coup, voilà, a développé un peu le reste avec toi. C'est plus marrant que ça encore. Ah. Oui. Ah. Suite à ce petit café intime et playtest sur le port de Toulon, qui montre le jeu, il est cool, on discute et voilà. Suite à ça, moi je repars sur Taïwan. Anto est encore sur Toulon. Et plusieurs mois se passent. 3, 4, 5 mois. Après, ça doit être vers mai. Je sais pas pourquoi l'idée d'Anto me remonte à la tête. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, il y a des idées où j'ai juste envie de les tester pour les tester. Pas forcément pour faire un jeu, finir, c'est juste pour, tiens, voir qu'est-ce qui se passe. Et je réfléchis donc à son idée avec 2 petits changements et je me dis, tiens, comment ça va faire? Comment ça va le faire? Je le teste, ça marche super, ça marche bien. Et suite à ça, j'appelle en proto de février, t'en as fait quoi? Et si je ne me trompe pas, tu me dis que c'était encore au point mort. Ouais, j'avais mis de côté parce que j'avais 72 autres trucs à côté. Ok. Et je trouvais ça super dommage. Et suite à ça, je dis, si tu veux, on le fait ensemble. Ce qui se passe après, c'est 1 mois, 2 mois après, c'est la Gen Con. Et je me rappelle, j'ai mon avion aux États-Unis, donc j'ai mon avion qui part vers les 5h, 6h du matin. Et je me rappelle, je suis chez moi vers les 2-3 heures du matin et je fais peut-être que ça vaut le coup que je prenne le proto pour la Gen Con. Et je refais un nouveau proto, je le découvre pour le faire un peu clean. Et j'arrive sur la Gen Con. Le proto était encore très brut. Normalement, je montre rien qui est aussi brut. Mais je me suis dit, c'est cool. Et peut-être que si avec un éditeur ça se passe bien, si on a encore un peu de temps en fin de rendez-vous, je peux peut-être le sortir pour avoir son avis. Quelques éditeurs avec qui je le sors en fin de rendez-vous, dont Didier de Sidon. Oui, je vais te demander où s'était fait le lien. Voilà, ok. Et du coup, quelle a été la réaction de Didier quand il a vu le proto? Je crois qu'il m'a dit reviens demain. Ouais. Il a montré à son ou ses distributeurs du coin aussi pour avoir leur retour. Et le jour suivant, il a dit banco et dans la foulée, j'appelle aussi Anthony depuis la Gen Con. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, moi, je peux raconter ça de mon point de vue. C'est que ce que tu viens de raconter là, en fait, il nous l'a déjà raconté au bureau. Et en tout cas, ça l'a marqué, quoi. Oui, ça l'a marqué. Quand il l'explique, il dit que tout de suite, il a vu le proto, donc le fameux truc avec les arbres et tout ça, et que tout de suite, boum, c'était dans sa tête. Et d'ailleurs, que les réactions des autres personnes présentes étaient aussi fort enthousiastes. Donc là, on a la genèse du projet, on a le début du jeu, finalement, l'idée, qui pour l'instant, comme on l'a dit, c'est un prototype assez basique, hein, tu l'as dit, tu l'as vraiment amené de manière assez brute, qui se passe dans une forêt, etc. Et aujourd'hui, on a un jeu qui se passe dans un univers presque paradisiaque, marin. Finalement, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais comment s'est fait la transition de la forêt vers l'univers des îles un peu aquatiques, et de la plongée surtout, parce qu'il n'y avait pas de notion de plongée, je suppose, au départ. Et ensuite, peut-être qu'on parlera un petit peu des illustrations du jeu. Déjà, on peut commencer par ça. Une partie de la réponse, elle est dans le titre du projet qui a été signé avec Sit Down, qui s'appelait In the Dark. Quand on buvait un coup avec Romain et qu'on était en train de débrief sur s'amuser à tester des jeux, etc., enfin des concepts, etc., on s'amusait aussi à tester des in the quelque chose. On a évoqué, je pense, tout un tas de in the quelque chose. Donc certains qui sont innommables, évidemment. On s'est beaucoup amusé autour de ça, évidemment. Et effectivement, ça revient. On revient à ce que Romain il a dit tout à l'heure. Je crois que ces soirées-là à l'auberge de jeunesse où j'habitais, enfin où je dormais, elles ont permis à ce moment-là d'évoquer peut-être pour la première fois le thème de l'océan. Tu te souviens ce qu'on a eu, Romain? On a eu aussi In the Space ou un truc comme ça. On a eu dans l'espace. On a fait du... Il y a la totale. In the human body. Ça aurait été drôle, ça. En fait, je pense que ce qui fait au final, le saut a été fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que ton signe dit. C'est qu'il y avait... La forêt, c'est quelque chose de... Il y a 2 raisons, je pense. La première, c'est que la forêt, c'est quelque chose de horizontal. Tu cours dans la forêt, c'est horizontal, mais le plateau est à la verticale. Donc quand ça matchait mieux avec
avec des fonds marins où on plonge à la verticale. Et je pense que la deuxième raison, c'est que la transparence, l'idée de transparence résonnait encore plus avec la matière liquide, qui est de base transparente que la forêt et le brouillard. Un tout petit peu plus. C'est vrai qu'on a même évoqué un puits où on tombait, tiens, un puits sans fond dans lequel on tombait. Je me souviens de ça, effectivement, lorsqu'on avait évoqué la verticalité. Oui, c'est ça. Mais on a évoqué du Alice. Hein. Ouais. Effectivement, ouais. C'est vrai que pour avoir suivi un petit peu le développement du jeu, du coup dans la phase finale, on va dire, c'est vrai que cette notion de verticalité, de plongée, c'est quelque chose, qui moi j'ai eu l'impression qu'on a vraiment voulu mettre l'accent dessus, et que ça fait à la fois partie du thème et à la fois partie du matériel du jeu. C'est que c'est vraiment en fait une immersion. Pour moi, ce qui représente le mieux Dive, c'est le terme immersion. Voilà, on sent vraiment cette notion de plongée. Je trouve qu'au final, tout se tient. Tout a du sens finalement dans ce jeu. C'est un peu le travail, je crois, après chacun y met ce qu'il veut, mais pour moi en tout cas, j'ai la sensation que c'est le travail du game designer qui est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout fasse sens et toutes les pièces du puzzle, elles s'imbriquent de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus simple qui soit peut-être, et aussi de la manière la plus évidente. Ah ouais, ça c'est évident. Alors on prend, si c'est évident, on prend. Je crois que ce qu'on a essayé sur Dive, on est allé à l'essentiel et on a cherché quelque chose, une forme d'harmonie. C'est peut-être le mot qui va bien, une forme d'harmonie entre tout, quoi. Et on va un peu parler des illustrations qui sont réalisées par Alexandre Bonvalo. Moi, en fait, je me mets un peu à votre place. Je me dis, j'ai une super bonne idée, super bonne mécanique et tout. Ça fonctionne très bien. On a l'idée de l'océan, de la mer, visiblement. Mais finalement, vous n'aviez pas encore les visuels. Et moi, je me demande, parce que, voilà, on va le dire, les illustrations sont très jolie, je pense que ça c'est unanime. Quelle a été du coup votre réaction? Est-ce que vous avez vu pour la première fois les illustrations qui avaient été réalisées? Est-ce que ça correspondait finalement à ce que vous imaginiez? Est-ce que ça collait à ce que vous aviez en tête ou surpris ou pas? Moi j'étais avec ma compagne Nathalie et en fait, je vais pas dire je, mais je vais dire je, mais je vais dire on en fait. Moi j'ai pleuré la première fois que j'ai vu les illustrations. Parce que ça m'a renvoyé à quelque chose de très personnel qui dépasse largement le jeu de société, le cadre du jeu, le cadre d'un projet professionnel. Cette illustration, elle m'a renvoyé à une histoire personnelle et à un truc partagé avec elle. Et donc c'est vrai que ça a transcendé encore plus ce qui se vivait avec des visuels qui sont quand même assez fous, quoi, je trouve. Ouais. Voilà. Et du coup, Romain, toi, qu'en as-tu pensé? Alors, c'est pas allé aussi loin, il n'y a pas forcément une connexion avec quelque chose de personnel. Et je sais, la raison que je me suis faite quand j'ai vu les illus, c'était de se dire, en fait, ça allait plus loin que le top de ce que j'aurais pu imaginer. Si ça avait été là, j'aurais été super content. Et en fait, ça a débloqué le niveau bonus qui est au-dessus du niveau final. Alexandre va être content. C'est vrai, faut le dire. Je pense que la réaction des gens est assez unanime sur tous les visuels et sur l'univers du jeu. C'est que vraiment, voilà, c'est différent, c'est frais, c'est coloré. Et voilà. En tout cas, j'aime beaucoup également. Moi, je voudrais vous parler un petit peu, encore une fois, du jeu. Et de manière très globale, si vous deviez me donner quelque chose... Alors, c'est une chose. Donc, ça peut être un objet, ça peut être une mécanique, ça peut être n'importe quoi qui fait partie du jeu. La chose que vous préférez. Le petit truc en plus qui vous plaît dans Dive. La petite zone de profondeur, en fait, quand on commence à arriver dans une zone assez profonde, il y a une pression supplémentaire qui se fait sentir, car elle est beaucoup plus dangereuse. J'aime bien cette progression dans le jeu, où au début c'est assez safe, et vers la fin, on sent qu'on est dans les fonds marins. On sent le danger, on sent que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ce petit côté compète, pas bluff, mais on peut en mettre en fait parce qu'on aime bien ça. Parce que pour un même niveau, chaque joueur il va jouer des pions qui ont une valeur et on va cumuler cette valeur. Et c'est celui qui a la plus haute valeur, donc qui a le plus misé en fait, donc qui a une petite enchère entre guillemets, qui va remporter le bonus qui est lié à la carte qu'on est en train de regarder. Et ça me plaît beaucoup, j'adore parce que on regarde l'autre, on essaie de le jauger, je trouve ça très excitant. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, mais c'est vrai qu'elle est un peu accessoire parce que c'est un accessoire, c'est la lampe torche. Moi, depuis le début, lorsque les conditions de luminosité elles sont pas parfaites dans le jeu,
Et même quand elles le sont maintenant, j'en ai rien à faire. J'adore mettre la lampe torche. Ah, mais j'adore ça. C'est vrai que c'est quelque chose d'original, ouais. C'est fou. La première fois que j'ai glissé la lampe torche sous le jeu, j'ai ressenti un truc, une émotion forte, quoi. C'est-à-dire que j'avais la même sensation que lorsque je suis sur un ponton au bord de mer et que je regarde et que les raies de lumière elles traversent l'eau comme ça. Et c'était magnifique, quoi. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un peu accessoire et qu'en vrai ça fonctionne pas vraiment, mais vraiment passer une lampe torche sous le jeu permet vraiment de voir plus profond et plus en détail ce qui se passe finalement dans l'eau. C'est quelque chose de très original. Il y a autre chose qui est assez original dans le jeu, alors ça c'est mon petit coup de cœur à moi. Je vais en profiter pour en parler. Bah oui, ce sont les familiers, ce sont les compagnons qui ont été, je pense, rajoutés plutôt vers la fin du développement du jeu. C'est pas vraiment dans la version de base, mais voilà, moi je trouve que ça rajoute un petit côté un peu sympa, un peu plus compétitif et finalement un peu plus de réflexion. Donc je décris un petit peu ce que sont les familiers. Donc ce sont des animaux qui vous accompagnent durant votre plongée et qui possèdent chacun un pouvoir unique que vous pouvez utiliser une fois durant la partie. Ça met un peu plus de stratégie, vous devez réfléchir quand les utiliser, etc. Et en plus, ils sont extrêmement mignons. Quel est, parmi tous les familiers, votre préféré? Je vais faire simple, je vais répondre rapidement. Je pense que si je devais choisir un compagnon, je pense que c'est le premier qu'on a évoqué ensemble. Donc il a un côté affectif pour moi. Et ce serait le poulpe, parce que je pense que c'est le premier qu'on a évoqué. Le compagnon qui lance un timer, je crois que c'est l'orque. Il nous accompagne, on plonge, il nous accompagne, c'est un peu notre buddy. Et à un moment, on peut lui dire, hey buddy, va chambouler un peu tout ça. Et dans ce cas-là, on compte jusqu'à 10. On est en pleine programmation. Chacun est en train de se dire, tiens, là, il y a quoi, niveau 3, niveau 4. Et là, on compte jusqu'à 10. Ouais, l'orque arrive et chacun doit révéler sa programmation. Ça, c'est oral, ça met une tension. C'est... Ouais. Ça change parce qu'en plus, on ne sait jamais quand les gens vont jouer leur pouvoir finalement. Donc, c'est un peu... voilà, ça met une petite tension. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de tension de compétition. C'est vrai que les compagnons, c'est tu l'as dit, c'est venu vraiment sur le tard. Et c'est vraiment l'objectif, c'était vraiment aussi, je crois, on est d'accord, c'était d'amener un peu de tiens, viens, on en refait une et moi je prends celui-là, j'ai envie de tester ce truc-là. Ah tiens, viens, on en refait une et j'ai envie de tester ce truc-là. Et du coup, dans les compagnons, j'ai la sensation, je sais pas si tu me diras, Robin, si on est d'accord, mais je pense qu'on est d'accord, enfin j'en suis sûr, qu'on a essayé de mettre des choses assez variées. Du pouvoir un peu plus party game, comme un décompte, ou c'est le fugu qui fait qu'on joue en apnée, c'est ça? C'est un goodies. Oh, j'ai spoil. Oui, le fugu n'est pas encore là. Mais nous allons en parler après. Spoiler. Merde. Pardon, deux gros mots, 20 centimes dans la cagnotte à gros mots. C'est pas grave, il existe quelque part. Et des pouvoirs qui sont beaucoup plus calculatoires, un peu plus calculatoires, un peu plus axés sur le point, sur la victoire, sur la course pour gagner, voilà. Je trouve qu'on a fait le café. Et moi je trouve que le jeu déjà de base, il est pas trop répétitif parce que vu que l'ordre des tuiles finalement change à chaque partie et est complètement aléatoire vu qu'on doit mélanger les tuiles, ben les parties ne se ressemblent généralement pas. Et ça je trouve que c'est vraiment un point très positif du jeu. Ah le mien. C'est quoi? Alors le mien justement, je ne vais sans doute, enfin si je peux quand même citer son nom, mais il fait partie des goodies. Moi je l'ai vu mais c'est juste pour le visuel. C'est le narval. Ah ouais. Ah mais oui. Parce qu'il est beaucoup trop mignon. Voilà. Mais la question c'est est-ce que tu auras des goodies? Parce qu'il faut que tu en aies. Il faut que tu arrives à mettre la main dessus. Justement, j'ai entendu une rumeur qui disait qu'il allait en avoir. Ah ok. Mais je ne sais pas où. Voilà. Okay. On va parler aussi d'un autre aspect du jeu. Alors, ce qu'on appelle le joueur automate. Donc, il faut dire que Dive, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais qui contient une petite variante solo. Vu qu'il y a un fort côté compétitif, il a fallu développer évidemment le mode solo. Et donc voilà, je voulais un peu vous demander comment ça s'était passé pour développer le mode solo, que vous expliquiez un petit peu en quoi ça consiste et à quoi ça ressemble. Voilà. C'est au troisième qu'il faut demander, c'est Mickaël hein, qui a fait le dev. Ouais, l'idée initiale et le dev sur l'automate, c'est surtout Mickaël quoi. Ok, donc Mickaël c'est un collègue. Le chef de projet sur Dive, ouais. Oui, mais je précise pour la vidéo que Mickaël est un collègue et que c'est lui qui s'occupe du développement des jeux avec les auteurs. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est lui qui a un peu poussé. Moi, j'étais à côté de lui, je le voyais en train de faire ses parties tout seul, en train de calculer et de faire en sorte que tout fonctionne. Et donc voilà, donc c'était juste pour dire que voilà, il y a un mode solo dans Dive pour les gens
qui sont intéressés. Et parce que voilà, il y en a beaucoup qui se spécialisent un peu là-dedans. Et donc il y a moyen de jouer contre le chef du village. Non, il est vraiment super le mode solo, je trouve. Moi, je joue beaucoup en solo, effectivement. Et encore plus pendant cette période-là, où en France, c'est très compliqué de se déplacer. Je trouve que le mode solo, il vient à point nommé, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de jeux qui intègrent ça, etc. Et Michael, il a vraiment eu une super idée. C'est-à-dire que la mécanique d'un mode solo sur un jeu familial, il faut qu'elle soit hyper simple. Enfin, il faut qu'elle soit limpide, quoi. C'est-à-dire, il faut que tu tires une carte et qu'on comprenne de suite ce qui se passe, quoi. Ou peu importe ce que tu fais. Il a vraiment trouvé quelque chose de super. Donc on se retrouve avec un mode solo qui est en plus qui a un mode solo mais qui est aussi un automate qui s'inclut dans les parties en multijoueur. Comme tu dis, c'est assez simple finalement, c'est juste voilà des petites cartes à rajouter, les règles ont été un peu simplifiées pour lui, il a toujours raison, etc. Donc voilà, et puis ça permet voilà de s'entraîner aussi, parce que moi j'ai remarqué que Dive on pouvait s'entraîner. À force de jouer, on acquiert des compétences. Je voulais juste vous poser une question un peu de fin, peut-être 2 questions de fin. À quel joueur pour vous s'adresse Dive? Quel profil de joueur? Mon chien. Il s'adresse à mon chien. C'est très vendeur ça. C'est horrible, c'est vrai. Mais ça se fera. Ah, arrête, mon chat, mon chien, mon poisson rouge. Tout ça, tu mettras après. Tu sortiras de la vidéo. Oui. Je vais dire, moi, j'ai donné 2 réponses. Je vais dire à la fois les copains qui ont mon âge, c'est-à-dire 18-19 ans, et qui ont envie d'un peu se friter, mais de manière assez légère, à qui on met le plus, on aime bien se bluffer, etc. Et à la fois un jeune, c'est-à-dire un enfant de la famille, quelqu'un qui a 7-8 ans, et qui va vraiment plonger dans un truc assez féerique, quoi. Ouais, voilà, ça serait mes 2 réponses. Peut-être je l'élargirais un poil en disant que je pense que de base, l'expérience elle-même sur la 2e fois, elle peut s'adresser à tout le monde. C'est une expérience qui va durer une demi-heure et tu découvres quelque chose, c'est dans une situation que tu n'as pas été avant. Autant visuel que le concept d'études transparentes. Donc ça, je pense que sur la première, 2e partie, ça s'adresse vraiment à tout le monde et tu t'en souviendras. Pour avoir envie de jouer plus, là, effectivement, je rejoins Anthony sur ce qu'il disait, sur le type de profil de joueur. Moi, je n'arrive pas à le décrire autrement que comme un jeu familial, en fait. Parce que c'est vraiment familial ou convivial, j'ai presque envie de dire. Je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. J'espère que voilà, les gens qui l'auront regardé auront appris un peu plus de choses sur vous et sur le jeu, et que ça leur a donné aussi envie de le découvrir, du coup. Et pour terminer, j'aimerais que vous me disiez si vous deviez adresser un mot aux futurs joueurs de Dive. Quel serait-il? On fait un camoulox? On fait un camoulox ou volet roulant? Ok, donc volet roulant. Tu dirais volet roulant au futurs Non, joueurs de Dive? non, Ok, ça marche. Je pense qu'on va loin parce qu'il y a forcément un mot qui est le titre du jeu, tu vois, qui serait le mot à donner à tout le monde, tu vois, c'est aller plonger, allez-y, quoi. Plonger dedans, quoi, allez-y. Ça peut être très simple. Hein. Mais non, mais j'avais envie de trouver un truc sympa. T'avais envie d'avoir le mot de la fin. J'avais envie de trouver un truc un peu funky, mais c'est vrai que c'est pas facile. Elle est bien cette question. Tu couperas tout, de toute façon. Tu couperas. Je déciderai. Selon mon humeur. Plonger, mais pas les yeux fermés. Plonger, mais pas les yeux fermés. Ça correspond bien au jeu. Ouais, bon, on va rester là-dessus. Moi, j'allais dire le cœur grenadine, mais c'est horrible. On peut rester là-dessus, hein. Restons. Non, mais parce qu'il y a quelque chose de touchant. Mais en fait, nous, on est derrière le rideau, on est dans les coulisses. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de. Du coup, on vient rajouter quelque chose que les joueurs ne verront peut-être pas. Et j'espère en tout cas qu'ils le verront, tu vois. Ce que transporte le jeu au-delà de mécanismes et de choses qui pourraient être assez froides. Mais ce que transporte le jeu au-delà de tout ça, et c'est vraiment une expérience originale, quoi. Ouais, c'est plonger au sens de n'ayez pas peur de tester quelque chose que effectivement vous n'avez jamais vu ou quelque chose qui est assez nouveau. Ne soyons pas, tu vois, osez, quoi. Je pense que ça, c'est un bon mot de la fin. Ben voilà, merci beaucoup à vous. Et ben voilà, je vous souhaite bonne pour le jeu, pour la suite. Une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Sophie.